Madame, Monsieur, bonjour et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information dont voici le sommaire. Hommage aux soldats béninois tombés sous les armes des terroristes dans le nord du Bénin. Hier, c'était le tour du 1er bataillon de commandos parachutistes de rendre hommage à leur père tombé sur le champ d'honneur. À suivre également dans ce journal une immersion dans la commune de Zé et plus précisément dans l'arrondissement de Yokpo pour nous convaincre des réalités quotidiennes des populations. Et puis hors du Bénin, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui sur le Mali à la demande de la France. Une réunion pour expliquer les décisions de retrait des opérations françaises Barkhane et européennes Takuba. En voilà pour le sommaire, le développement dans un instant. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le gouvernement béninois célèbre la mémoire de ces vaillants soldats tués à l'issue des attaques djihadistes. Hier, c'était le tour du 1er bataillon de commandos parachutistes de rendre hommage à leur père tombé sur le champ d'honneur. Voici le compte-rendu de Frédéric Espoir Roumabou. Appelé sous les drapeaux nationaux, le sergent-major Janvier Togbé et le soldat de 2e classe, une riche des Nassau Aïdéji, ont servi la nation, l'ont défendu sans reculer jusqu'au sacrifice de leur vie. C'est à ce titre que les éléments du 1er bataillon de commandos parachutistes, leurs frères d'armes d'hier, leur ont rendu ce jour les hommages mérités. Sergent-major Togbé, soldat de 2e classe, Aïdéji, si vos âmes pouvaient s'adresser à nous, je les imagine nous sursurer, entre autres, la dignité professionnelle, l'esprit de corps, le dévouement et le désintéressement. Vous voudrez probablement aussi que notre douleur, aussi intense qu'elle soit, ne nous laisse pas dans une affliction incapacitante, mais qu'elle soit le ferment de notre engagement à poursuivre avec plus de détermination la mission dévolue aux forces armées béninoises, celle que vous avez accomplie au péril de vos vies respectives. Avant de faire des 2 soldats des commandeurs dans l'ordre national à titre posthume, la vice-présidente a salué la vaillance des 2 hommes en uniforme. Engagés tous les 2 dans l'opération Mirador de défense et de protection des frontières nord de notre pays, sont tombés au champ d'honneur le 6 janvier 2022 pour le premier et le 22 décembre 2021 pour le second. Ils ont, tous les 2, sacrifié un bien précieux au service de notre nation, leur vie. La vie est en effet une valeur absolue, une fin en soi. Elle transcende tous les autres biens. Elle n'a pas de prix, ne peut et ne doit être l'objet d'aucune transaction. C'est pourtant elle, cette vie, que nos 2 héros ont sacrifiée pour notre pays menacé. Pour elle, leur sacrifice est un appel lancé, non seulement à leurs frères d'armes, mais à toute la nation, au peuple béninois tout entier. C'est d'abord à nous, et à nous seuls, à nous prioritairement, qu'incombe la défense de notre peuple et la protection de notre nation. C'est la lecture que nous devons faire, chers martyrs, de votre sacrifice, combien grand, combien noble, très parlant et signifiant pour tous. La responsabilité de notre armée est ici grande et l'accompagnement de notre peuple inconditionnel. Cet accompagnement passe d'abord par le respect de son armée et la confiance en elle. Sonnerie aux morts, oraison funèbre, engagement à prendre en charge les familles touchées par la mort de ces 2 soldats tombés sur le champ de bataille ont empreint la cérémonie. Une cérémonie déroulée en présence du chef d'état-major général des armées et du ministre en charge de la défense nationale.
Repos éternel donc à ces vaillants soldats tombés les armes à la main. Information de proximité à présent. Allons dans la commune de Zé pour y faire une immersion dans l'arrondissement de Yokpo pour nous convaincre des réalités quotidiennes des populations. Une longue liste de doléances formulées attendent les responsables à divers niveaux. Je vous propose de suivre un reportage de Loris Davo et Géraud Adjomaï. Yokpo est l'un des 11 arrondissements de la commune de Zé, situé dans le département de l'Atlantique. À Yokpo sévit un manque criard d'infrastructures socio-communautaires, un calvaire que dénoncent les populations. Nos difficultés sont d'abord à partir de l'énergie électrique. C'est à partir de là, je vais dire. En dehors de ça, pour résumer, pour ne pas trop partir bavarder, je vais dire, en résumé, je vais dire, à partir de l'électricité, là, il y a la maternité ou bien l'hôpital, je vais dire, qui va regrouper beaucoup de choses. En dehors de l'hôpital, il y a encore la SONEB, je vais dire, qui va penser à nous, la SONEB, parce qu'on n'a pas de l'eau. Dans cette partie de la commune de Zé, les femmes à terme souffrent, ne sachant où aller pour se faire accoucher. Dans leur agonie, les populations de Yokpo appellent les responsables à divers niveaux au secours afin qu'elles prennent promptement en compte leurs doléances. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de l'énergie, c'est-à-dire du courant. Nous avons besoin d'une maternité aussi, parce que concernant la maternité, c'est que nos femmes souffrent énormément. Pour aller accoucher, il faut parcourir une dizaine de kilomètres avant de trouver une sage-femme. Et vraiment, ça cause de graves pertes pour nous, parce que des fois, les femmes accouchent sur la voie ou bien elles accouchent à la maison. Donc, au gouvernement de penser à nous, de venir nous construire une maternité pour Yokpo Centre, et d'équiper le village d'énergie, que ce soit du courant, que ce soit comment on appelle ça, panneaux solaires, et que désormais qu'on ait tout ça là pour développer le village Yokpo. Les doléances exprimées par les citoyens ne sont pas exhaustives. À défaut de satisfaire la population, élus locaux et autorités diverses se doivent de travailler en synergie pour soulager les filles et fils de Yokpo. En dehors du Bénin, à présent, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui sur le Mali à la demande de la France. Une réunion pour expliquer les décisions de retrait des opérations françaises Barkhane et européennes Takuba. Le Mali qui entérine une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans avant de nouvelles élections et le retour au pouvoir des civils. Le Conseil national de transition a voté hier à l'unanimité la révision de la charte de la transition, une décision qualifiée d'inacceptable par la CEDEAO qui prévoit une nouvelle visite à Bamako ce lundi. Une décision du CNT qui confirme le soutien sans faille à Assimi Goïta, l'homme fort du pays. En Algérie, dans l'actualité,
Les espoirs déçus des activistes du mouvement de Irak 3 ans après la naissance de cette contestation populaire algérienne qui avait provoqué la chute de l'ancien président Bouteflika. Des centaines de ses opposants sont toujours en prison. De nombreux autres citoyens qui avaient participé aux manifestations ont préféré quitter l'Algérie face à la répression du pouvoir. Suivez plutôt ce reportage. Ces images de foule dans les rues d'Alger semblent lointaines, mais leur souvenir est encore vif. Ce 22 février 2019, des milliers d'Algériens descendent dans les rues avec un mot d'ordre, le rejet du président Abdelaziz Bouteflika, candidat pour un 5e mandat. Nous avons un président, c'est pas vrai. Si vous avez un président qui se présente à 20h, qui parle au peuple, il n'arrive pas à parler au peuple. Je suis désolé, il n'arrive pas à parler au peuple. Alors nous sommes contre cette 5e mandat. Au fil des semaines, les manifestations s'enchaînent et face à la contestation, Abdelaziz Bouteflika est contraint de démissionner de la présidence. Après 2 reports, l'élection présidentielle est finalement fixée au 12 décembre 2019. Mais les revendications se sont élargies et les manifestants appellent désormais un changement total du système à la tête de l'État algérien. Ces élections ne répondent pas aux aspirations du peuple algérien. Le peuple algérien dit pas d'élections avec les gangs. Ces élections ne sont qu'un recyclage du régime Bouteflika et même du régime précédent qui, chaque fois que le peuple s'est soulevé contre lui, a essayé de récupérer son pouvoir pendant 57 ans. Finalement, parmi les 5 candidats, c'est Abdelmajid Tebboune qui est porté au pouvoir dès le premier tour avec plus de 58% des suffrages exprimés. Un scrutin boycotté par une grande partie de la population. Un peu moins de 4 Algériens sur 10 se sont déplacés pour voter. Une abstention record. Le président Tebboune promet une Algérie nouvelle et une révision de la Constitution. Mais les nouvelles autorités ne convainquent pas. On est dans un processus révolutionnaire. Ce n'est pas une simple contestation de passage. Alors, ce coup de force électoral du 12-12-2019 ne concerne pas le peuple algérien. Le peuple algérien va continuer sa révolution pour une véritable rupture avec ce système pourri. Près d'1 an plus tard, les rassemblements reprennent pour le 2e anniversaire du mouvement, mais ils perdent progressivement de l'ampleur et ont aujourd'hui complètement disparu. Une perte de vitesse attribuée à un durcissement de la répression et à de nombreuses interpellations. Selon le Comité national pour la libération des détenus, au moins 280 activistes, majoritairement liés au Irak, sont toujours en détention. Il y a quelques jours, Amnesty International a appelé l'Algérie à cesser la répression. L'Organisation de défense des droits de l'homme précise qu'au seul mois de janvier, les autorités algériennes ont suspendu un parti politique et ont menacé 2 autres de subir le même sort. Toujours en interactualité, Vladimir Poutine a reconnu hier l'indépendance des 2 républiques autoproclamées du Donbass. Le président russe a signé dans la foulée 2 décrets pour demander au ministère de la Défense de déployer dans ces territoires des forces de maintien de la paix. On voit ici les premiers convois d'équipements militaires qui sont arrivés dans la région. Une décision accueillie avec effervescence par la population locale. Suivez notre confrère de RT France. L'annonce de la reconnaissance par Vladimir Poutine des 2 républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk a suscité un immense espoir auprès de la population. La population qui a suivi avec attention tous les événements d'hier, cette réunion extraordinaire du Conseil de sécurité, tout d'abord, lors de laquelle la ville était très calme, pratiquement personne dans les rues et très peu de véhicules également circulaient. Et puis au moment de l'annonce par Vladimir Poutine de la reconnaissance des 2 territoires, eh bien, il y a eu quelques cris, des voitures qui ont commencé à klaxonner et puis des gens qui se sont retrouvés sur la place Lénine, la place centrale de Donetsk, en brandissant des drapeaux russes et puis avec en toile de fond un feu d'artifice. La nuit qui a suivi a été plutôt calme dans un premier temps.
avant qu'en milieu de nuit, les bombardements ne reprennent dans les endroits habituels. Encore une fois, le quartier de Petrovski en banlieue de Donetsk a été particulièrement touché. La question maintenant est de savoir comment vont réagir les forces ukrainiennes à l'arrivée prochaine et probable des forces russes près de la ligne de front. Vont-elles continuer à bombarder de la même façon qu'elles le faisaient jusque maintenant, ou bien les armes se tairont-elles enfin? Puis ce week-end, près de 70 000 personnes de ces territoires autonomes ont fui les bombardements de l'armée ukrainienne. Elles se sont réfugiées en Russie. Comment ont-elles accueilli la reconnaissance de ces territoires? Élément de réponse avec RT France. La nuit a été courte ici à Rostov où depuis vendredi, selon les services de sécurité russes, plus de 68 500 réfugiés ont traversé la frontière avec le Donbass pour fuir les tirs de l'armée ukrainienne. Alors nous avons passé la soirée dans un hôtel de la ville de Taganrog où se trouve un grand nombre de réfugiés. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'un grand nombre de personnes attendaient avec impatience l'intervention du président russe. Aussitôt après l'annonce par Vladimir Poutine de la reconnaissance de l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk, eh bien on assistait à une explosion de joie, beaucoup d'émotions, parfois même des larmes. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions. Les mots me manquent pour exprimer mes émotions. Nous sommes vraiment reconnaissantes. Merci la Russie. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous sommes très heureuses que vous nous ayez reconnus. Les mots me manquent. Sans la Russie, il n'y aurait plus de Donetsk ou de Lugansk depuis longtemps. Je veux crier. Oui, je veux qu'il y ait des feux d'artifice pour saluer le fait que nous avons été reconnus et que nous sommes avec vous. Merci à nos hommes. Merci à la Russie. À nos hommes, oui, qui sont à Donetsk. Nos hommes qui sont dans les rues là-bas, nous leur sommes reconnaissantes parce qu'ils défendent notre pays. Nous vous en sommes très reconnaissantes. Et pour cet accueil chaleureux, merci. Merci beaucoup. Et pour la reconnaissance, les mots me manquent. Merci, merci, merci. On attendait ça depuis très longtemps. Nous voulons crier, crier, crier. Même sentiment ici ce matin au sénatorium de Zvezdia où l'on se trouve actuellement, beaucoup d'émotions. Alors c'est un sénatorium, un pensionnat qui a été transformé en centre d'hébergement provisoire. Ils étaient très impatients d'écouter les annonces du Kremlin. Plus de 300 personnes, femmes et enfants, sont hébergés ici. Certains d'entre eux ont traversé la frontière par bus, par train. D'autres ont même pris leurs propres moyens, leurs propres voitures pour venir. Ce matin sur le parking du pensionnat, on a pu apercevoir beaucoup de voitures avec des plaques d'immatriculation de la République autoproclamée de Donetsk. Et ces personnes attendent d'être évacuées vers d'autres régions de Russie. Je vous le rappelle, des centaines de centres d'accueil ont été installés dans plus de 40 régions à travers le pays. Voilà, ce sera tout pour cette édition de nos informations. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, Facebook, Twitter et YouTube, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bon appétit à chacun et à tous et à très bientôt.